Chapitre 11. Le compagnon de voyage indésirable. Quand Shasta passa la porte, il se trouva face à une côte couverte d'herbe et d'un peu de bruyère, avec des arbres en haut. Il n'avait plus besoin de réfléchir maintenant, ni de faire des plans. Il lui fallait seulement courir. C'était tout. Ses membres tremblaient. Il sentait venir un terrible point de côté. La sueur qui coulait dans ses yeux l'aveuglait et lui faisait mal. En plus, il ne tenait pas bien sur ses jambes et plus d'une fois, il faillit se tordre la cheville sur une pierre. Plus loin, les arbres devinrent plus denses et dans les endroits dégagés, il y avait des fougères. Le soleil s'était caché sans qu'il fasse plus frais pour autant. C'était un de ces jours chauds et gris où l'on a l'impression qu'il y a 2 fois plus de mouches que d'habitude. Le visage de Shasta en était couvert. Il n'essayait même pas de s'en débarrasser. Il avait trop à faire, par ailleurs. Soudain, il entendit une trompe. Pas la formidable vibration des trompes de Tashbaan, mais un joyeux appel. L'instant d'après, il débouchait dans une vaste clairière et se trouvait entouré d'une foule de gens. Ou plutôt, il eut l'impression que c'était une foule. En réalité, il y avait là 15 à 20 personnes, rien que des gentilshommes en tenue de chasse de couleur verte, certains en selle et d'autres debout à la tête de leurs chevaux. Au milieu, quelqu'un tenait un étrier pour permettre à un homme de monter. Cet homme, dont on tenait l'étrier, était le roi le plus jovial et le plus gros que vous puissiez imaginer, avec des joues comme des pommes et des yeux pétillants. Dès que Shasta apparut, ce roi-là oublia complètement de monter sur son cheval. Il tendit les bras vers Shasta. Son visage s'éclaira, et d'une voix d'une telle profondeur qu'elle semblait venir du fond de sa poitrine, il cria « Corinne, mon fils! Et à pied! En rayon! Qu'est-ce que... » Non, halta Shasta en secouant la tête. Presque, Corinne. Je sais que je lui ressemble. Vu son Altesse, Tashbaan vous envoie ses salutations. Le roi fixait Shasta, et son visage avait pris une expression extraordinaire. « Êtes-vous le roi Lune ?» s'étrangla Shasta. Puis, sans attendre la réponse, « Seigneur roi, volez à Andvard, fermez les portes, des ennemis arrivent, Rabadash et 200 chevaux. » « Êtes-vous bien sûr de ce que vous dites, mon garçon ?» demanda un des gentilshommes. « Mes propres yeux, dit Shasta, les ai vus. Fais la course avec eux sans arrêt depuis Tashbaan. » À pied, s'enquit le gentilhomme en levant à peine les sourcils. « Chevaux avec l'ermite, dit Shasta. « Ne le questionnez plus, Darin, intervint le roi Lune. Je vois un air de vérité sur son visage. Il nous faut y courir, messieurs. Un des chevaux de réserve ici pour ce garçon. Tu peux chevaucher vite, l'ami. » Pour toute réponse, Shasta mit son pied à l'étrier du cheval qu'on venait de lui amener. Et une fraction de seconde plus tard, il était en selle. Il avait fait cela 100 fois avec Brie ces dernières semaines, et sa façon de monter était très différente maintenant de ce qu'elle avait été la première nuit où Brie lui avait dit qu'il avait l'air d'escalader une meule de foin. Cela lui fit plaisir d'entendre le seigneur Darin dire au roi « Ce garçon a l'assiette d'un vrai cavalier, sire. Je jurerais qu'il y a en lui du sang noble. » « Son sang, oui. Bien, c'est toute la question, » répondit le roi. Et de nouveau, il dévisagea ardemment Shasta, avec, dans le regard fixe de ses yeux gris, cette étrange expression, presque avide. Maintenant, toute la bande partait au grand galop. Shasta avait une excellente assiette, mais malheureusement, il ne savait pas quoi faire des rênes, car il n'y avait jamais touché du coin quand il était sur le dos de Brie. Mais il regardait très attentivement du coin de l'œil ce que faisaient les autres, comme on fait certains d'entre nous à des dîners, en se demandant de quel couteau ou fourchette il faut servir. Il essayait de bien placer ses doigts.
Mais il n'osa même pas essayer de diriger vraiment son cheval, et lui fit confiance pour suivre les autres. C'était bien sûr un cheval ordinaire, pas un cheval parlant, mais bien assez malin pour comprendre que ce garçon bizarre, juché sur son dos, n'avait ni cravache ni éperon, et qu'en réalité, il ne contrôlait pas la situation. C'est ainsi que Shasta se retrouva bon dernier du cortège. Même comme cela, il allait à bonne allure. Il n'y avait plus de mouches, l'air était délicieux sur son visage. En plus, il avait retrouvé son souffle. Son évasion avait réussi. Pour la première fois, depuis son entrée à Tashbaan, comme cela lui semblait loin, il commençait à s'amuser. Il leva les yeux pour voir combien les sommets des montagnes s'étaient rapprochés. À son grand désappointement, il ne les vit pas du tout. Rien qu'une vague grisaille déboulant vers eux. N'ayant jamais vu la montagne auparavant, il en fut surpris. « Je vois, c'est un nuage, » se dit-il. « Un nuage qui descend. Ici, en haut dans des collines, on est en fait dans le ciel. Je vais savoir à quoi ressemble l'intérieur d'un nuage. Comme c'est amusant. Je me suis si souvent demandé. » Loin sur sa gauche, et un peu en arrière de lui, le soleil s'apprêtait à se coucher. Ils étaient arrivés sur une sorte de route, grossière maintenant, et allaient à très vive allure. Mais le cheval de Shasta était encore le dernier du lot. Une fois ou deux, dans une courbe de la route, il y avait une forêt ininterrompue de part et d'autre. Il perdit les autres de vue, une seconde ou deux. Puis ils plongèrent dans le brouillard. Et ce brouillard vint les envelopper. Le monde devint entièrement gris. Shasta n'avait pas imaginé combien l'intérieur d'un nuage pouvait être humide, froid et obscur. Le gris vira au noir, à une vitesse inquiétante. Quelqu'un, à la tête de la colonne, sonnait la trompe de temps à autre. Et chaque fois, le son venait d'un peu plus loin. Il ne voyait plus aucun des autres, désormais. Il les apercevrait sans doute dès qu'il aurait passé le prochain virage. Mais après celui-ci, il ne les voyait toujours pas. En fait, il ne voyait plus rien du tout. Son cheval avançait au pas, maintenant. « Vas-y, cheval, vas-y !» lui disait Shasta. Le son de la trompe lui parvint. Très faible. Bray lui avait toujours dit de garder ses talons bien tournés vers l'extérieur, et Shasta s'était mis dans l'idée que quelque chose de terrible se produirait s'il enfonçait ses talons dans les flancs d'un cheval. L'occasion lui semblait venue d'essayer. « Écoute bien, cheval, dit-il, si tu ne te presses pas, tu sais ce que je vais faire? Je vais t'enfoncer mes talons dans le corps. Je vais vraiment le faire. » Le cheval, pourtant, ne sembla avoir cure de la menace. Alors Shasta s'installa solidement sur sa selle, s'accrocha avec les genoux, serra les dents, et donna un coup sur les deux flancs du cheval avec ses talons, aussi fort qu'il le put. Le seul résultat fut que le cheval se lança dans une sorte de simulacre de trot pendant 5 ou 6 foulées, avant de revenir au pas. Maintenant, il faisait complètement noir et il semblait qu'on ait cessé de souffler dans cette trompe. Le seul bruit était celui de l'eau dégoulinant, goutte après goutte, des branches d'arbres. « Eh bien, je suppose que, même au pas, nous finirons bien par arriver quelque part, » se dit Shasta. « J'espère seulement ne pas tomber sur Rabadash et ces gens. » Il continua, pendant un temps qui lui sembla interminable, toujours au pas. Il commençait à détester ce cheval et à avoir très faim. Il arrivait maintenant à un endroit où la route se divisait en deux. Il se demandait laquelle conduisait à Anvard quand, venant de derrière lui, un bruit le fit sursauter. Le bruit de chevaux au trot. « Rabadash !» pensa-t-il.
Il n'avait aucun moyen de savoir quelle route allait prendre Rabadash. « Mais si j'en prends une, se dit Shasta, il est possible qu'il prenne l'autre. Tandis que si je reste à l'embranchement, je suis sûr d'être pris. » Il sauta à terre, tira son cheval aussi vite que possible sur la route de droite. Le bruit de la cavalerie se rapprochait rapidement, et au bout d'une minute ou deux, Shasta se rendit compte qu'elle était à l'embranchement. Il retint sa respiration, anxieux de savoir quelle route les cavaliers allaient prendre. Il entendit alors une voix grave donner un ordre. « Halte !» Puis, pendant un petit moment, des bruits de chevaux, souffle des naseaux, claquements de sabots, morts rongés, encolures que l'on tapotait. Enfin, la voix s'éleva de nouveau. « Écoutez bien, vous tous, disait la voix. Nous sommes maintenant à 200 mètres du château. Rappelez-vous les ordres. Une fois que nous serons à Narnia, sans doute avant le coucher du soleil, vous tuerez le moins possible. Dans cette expédition, vous devrez considérer chaque goutte de sang narnien comme plus précieux que tout ce que vous avez dans le corps. Je dis bien dans cette expédition. Les dieux nous donneront une plus heureuse occasion où vous ne devrez ne rien laisser en vie, de Kerparavel jusqu'aux friches de l'Ouest. Ce n'est pas pour cette fois, mais nous ne sommes pas encore en Narnia. Ici en Arkenland, c'est autre chose. Dans cet assaut du roi Lune, tout ce qui compte, c'est la vitesse. Montrez votre fougue. Le château doit être à moi dans 1 heure. Si c'est le cas, je vous le donnerai tout entier. Je ne me réserve aucun butin. Tuez-moi tout mâle barbare présent dans ces murs, jusqu'à l'enfant né d'hier. Et tout le reste sera vôtre. Vous le répartirez comme bon vous semblera, les femmes, l'or, les bijoux, les armes et le vin. Celui que je verrai traîner derrière, quand nous arriverons aux portes, sera brûlé vif. On a de tâches, l'irrésistible, l'inexorable. En avant! Avec un grand clop, la colonne s'ébranla, et Shasta respira de nouveau. Ils avaient pris l'autre route. Shasta trouva qu'il mettait beaucoup de temps à passer, car bien que toute la journée, il n'ait cessé de dire et penser 200 chevaux, il n'avait pas perçu combien cela faisait en réalité. Mais le bruit finit par s'estomper dans le lointain, et de nouveau, il se retrouva seul au milieu du goutte à goutte des arbres. Maintenant, il connaissait le chemin d'Anvard, mais évidemment, il ne pouvait pas s'y rendre pour l'instant. Cela reviendrait à aller se jeter dans les bras des mercenaires de Rabadash. « Qu'est-ce que je peux faire ?» se demanda-t-il. Après être remonté à cheval, il continua sur la route qu'il avait choisie, dans le faible espoir de trouver une chaumière où demander asile et nourriture. Il avait envisagé, bien sûr, de retourner à l'ermitage pour y retrouver Aravis, Bree et Queen, mais c'était impossible, car désormais il n'avait pas la moindre idée de la direction à prendre. Après tout, se dit-il, cette route doit bien mener quelque part. Ah, tout dépend de ce que veut dire quelque part. La route continuait bien à mener quelque part, c'est-à-dire vers de plus en plus d'arbres, tout sombre et dégoulinant, et vers un air de plus en plus froid. Et, chose étrange, des vents glacés chassaient continuellement le brouillard autour de lui, sans jamais le dissiper. S'il avait été habitué au paysage de montagne, il aurait compris que cela voulait dire qu'il était parvenu très haut, peut-être jusqu'au sommet de la passe. Mais Shasta ne connaissait rien aux montagnes. « Je crois vraiment, se dit Shasta, que tu es sans aucun doute le garçon le plus malchanceux qui ait jamais vécu sur Terre. Tout va bien pour tout le monde, sauf pour moi. Ces dames et ces seigneurs narniens ont quitté Tashban sains et saufs, je restais en arrière. Aravis, Bree et Queen sont douillettement installés avec ce vieil ermite, et bien sûr, c'est moi qu'on a envoyé en expédition. Le roi Lune et les siens doivent avoir atteint le château sain et sauf, essayé de barricader longtemps avant l'arrivée de Rabadash, mais j'ai été laissé dehors. » Et comme il était très fatigué et n'avait rien dans le ventre, il s'apitoya tellement sur lui-même que des larmes roulèrent sur ses joues. Ce qui mit un terme à tout cela, ce fut le choc d'une frayeur soudaine. Shasta découvrit que quelqu'un,
où quelque chose marchait à ses côtés. Il faisait noir comme dans un four. Shasta ne voyait rien. Et la chose, ou la personne, marchait si doucement qu'il ne pouvait entendre ses pas. Ce qu'il entendait, c'était une respiration. Apparemment, son compagnon invisible avait un souffle très ample. Et Shasta sentait que c'était une créature imposante. Il en était venu si progressivement à remarquer cette respiration qu'il ne pouvait savoir depuis combien de temps cela durait. Ce fut un horrible choc. Longtemps auparavant, il avait entendu dire qu'il y avait des géants dans ces contrées du Nord, et cela lui traversa l'esprit. De terreur, il se mordit la lèvre. Mais maintenant qu'il avait vraiment une raison de pleurer, il ne pleurait plus. La chose, à moins que ce ne soit une personne, continuait à avancer à côté de lui, en faisant si peu de bruit que Shasta se mit à espérer qu'il avait imaginé tout cela. Mais, juste au moment où il s'en persuadait tout à fait, à côté de lui, dans l'obscurité, il entendit soudain un profond et puissant soupir. Cela ne pouvait être son imagination. D'ailleurs, il avait senti la laine chaude de ce soupir sur sa main gauche frigorifiée. Si le cheval avait été bon à quelque chose, ou s'il avait lui-même su tirer quelque chose de bon de ce cheval, il aurait tout misé sur une fuite étendue au grand galop. Mais il savait qu'il ne pouvait faire galoper sa monture. Alors il continua au pas, et son invisible compagnon marchait et respirait à côté de lui. Finalement, il ne put supporter cela plus longtemps. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix à peine plus audible qu'un chuchotement. « Quelqu'un qui attend depuis longtemps que tu lui parles, » dit la chose. La voix n'était pas forte, mais ample et profonde. « Êtes-vous un géant » demanda Shasta. « Tu peux dire que je suis un géant, » dit la grosse voix, « mais je ne suis pas comme les créatures que tu appelles des géants. » Je ne peux pas vous voir du tout, avoua Shasta, après avoir regardé intensément. Puis, car une idée encore plus terrible lui était venue, il demanda, criant presque, « Vous n'êtes pas quelque chose de mort, non? Oh, s'il vous plaît, allez-vous-en! Quel mal est-ce que je vous ai fait? Oh, je suis la personne la plus malheureuse du monde! » De nouveau, il sentit la laine chaude de la chose sur sa main et sur son visage. « Là, » dit la chose, « ce n'est pas le souffle d'un fantôme. Dis-moi pourquoi tu es malheureux. » Shasta fut un peu rassuré par le souffle. Alors il raconta comment, sans jamais connaître son vrai père ni sa mère, il avait été élevé à la dure par le pêcheur. Puis il raconta l'histoire de son évasion, comment ils avaient été poursuivis par des lions et forcés de se jeter à l'eau pour sauver leur vie. Il parla de tous les périls qu'ils avaient courus à Tashbaan, de sa nuit parmi les tombeaux, quand les bêtes du désert hurlaient contre lui. Il écrivit la chaleur et la soif de leur voyage dans le désert, et comment, alors qu'ils étaient sur le point d'atteindre leur but, un autre lion les avait pris en chasse et avait blessé Aravis. Et là aussi, maintenant, tout le temps qui s'était écoulé depuis qu'ils n'avaient pris aucune nourriture. « Je ne te trouve pas malchanceux, » dit la grosse voix. « Vous ne pensez pas que c'était de la malchance de rencontrer tant de lions? » « Il n'y avait qu'un seul lion, » dit la voix. « Qu'est-ce que vous me chantez là? Je viens de vous dire qu'il y en avait au moins 2 la première nuit, et... » « Il n'y en avait qu'un, mais il était rapide. »« Comment le savez-vous? » ?»« J'étais le lion. » Et comme Shasta en restait bouche bée, la voix continua. « J'étais le lion qui t'a forcé à rejoindre Aravis. J'étais le chat
qui t'a rassuré au milieu des maisons des morts. J'étais le lion qui a éloigné de toi les chacals pendant que tu dormais. J'étais le lion qui a donné aux chevaux effrayés l'énergie du désespoir pour le dernier kilomètre, afin que vous puissiez arriver à temps auprès du roi Lune. Et j'étais le lion dont tu ne te souviens pas, qui a poussé le bateau dans lequel tu étais couché, enfant à demi-mort, pour qu'il s'échoue sur le rivage où un homme était assis, éveillé à minuit, pour t'accueillir. Alors, c'est vous qui avez blessé Aravis? C'était moi. Mais pourquoi faire? Enfant, dit la voix, je suis en train de te raconter ton histoire, pas la sienne. À personne, je ne raconte une autre histoire que la sienne. Qui êtes-vous? Demanda Shasta. Moi-même, dit la voix profonde et si grave que la terre trembla. Puis encore, moi-même, d'une voix forte, claire et gaie. Puis, une troisième fois, moi-même. Chutait si doucement qu'on pouvait à peine l'entendre. Et pourtant cela avait l'air de venir de partout autour de vous, comme si les feuilles des arbres en étaient agitées. Shasta n'avait plus peur que la voix soit celle de quelque chose qui pourrait le manger ou d'un fantôme. Mais une sorte de tremblement nouveau et différent le gagna tout entier. Et pourtant, en même temps, il se sentait bien. La brume passa du noir au gris, puis du gris au blanc. Cela avait dû commencer à se produire depuis un moment. Et tant qu'il s'était entretenu avec la chose, il n'avait prêté attention à rien d'autre. Maintenant, la blancheur autour de lui devenait éblouissante. Ses yeux se mirent à cligner. Quelque part devant lui, des oiseaux chantaient. Il comprit que la nuit, enfin, était finie. Il discernait maintenant, sans aucun effort, la crinière, les oreilles et la tête de son cheval. Une lumière dorée tombait sur eux, venant de la gauche. Il se dit que c'était le soleil. Il se tourna et vit, cheminant à côté d'eux, plus grand que son cheval, un lion. Peut-être parce qu'il ne le voyait pas, le cheval n'avait pas l'air effrayé. C'était du lion qu'émanait cette lumière. Personne, jamais, n'a rien vu d'aussi impressionnant, ni d'aussi magnifique. Par bonheur, Shasta avait vécu toute sa vie trop loin dans le sud de Calormen pour avoir entendu les contes chuchotés à Tashbaan à propos d'un redoutable démon narnien qui apparaissait sous la forme d'un lion. Et bien sûr, il ne connaissait aucune des histoires vraies concernant Aslan, le grand lion, le fils de l'empereur d'au-delà des mers, le roi au-dessus de tous les rois suprêmes de Narnia. Mais, après avoir entrevu en un clin d'œil le visage du lion, il se laissa glisser de la selle et tomba à ses pieds. Il ne trouva rien à dire, mais à cet instant, il voulait surtout ne rien dire. Il savait aussi qu'il n'avait nul besoin de parler. Le roi au-dessus de tous les rois suprêmes se pencha vers lui. Shasta se trouva entouré par sa crinière et baigné du parfum étrange et solennel qui s'en dégageait. De sa langue, le lion effleura le front de Shasta. Il releva la tête et leurs yeux se rencontrèrent. À l'instant même, la pâle luminosité de la brume et l'éclat incandescent du lion s'enrôlèrent ensemble dans un tourbillon glorieux et, inextricablement emmêlés, ils disparurent. Shasta était seul, avec son cheval sur le flanc herbeux d'une colline, sous le ciel bleu, et des oiseaux chantaient.